on peut reprendre le relais. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Ça fait des années que je suis le travail à passage en scène sur Internet. Et ça fait des années que je me dis, ça serait quand même pas mal que je me bouge le cul pour voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment trop bien. Et cette année, j'y suis, et j'y suis aussi pour causer. Donc je suis vraiment très fier, pour reprendre la formulation des organisateurs de passage en scène, d'être quelqu'un de passage du tout. Donc je me présente, je suis Sébastien Jean et je suis membre de LDN. LDN, c'est un fournisseur d'accès Internet associatif et participatif. Si vous avez suivi la conférence de Benjamin Bayard hier soir, on est un des FAI, donc un des fournisseurs d'accès à Internet, qui est le résultat de l'essaimage lancé par FDN. Et chez FDN, on défend un Internet libre, neutre et décentralisé. Par ailleurs, on est membre fondateur de la FFDN, que l'on appelle entre nous la FEDE, qui regroupe tous les FAI participatifs, non marchands, et qui défendent des valeurs, en l'occurrence la neutralité du net, et on est beaucoup à s'intéresser à la vie privée des utilisateurs. Et aujourd'hui, on parlera entre autres de la décentralisation de l'Internet. Alors, pour commencer cette présentation, on va vous raconter une petite histoire, et pour raconter une histoire, il faut des personnages. Donc je vous présente Carole. Carole, c'est une jeune femme d'aujourd'hui. Elle utilise pas mal de services en ligne, comme beaucoup d'entre nous, pour échanger avec ses proches. Carole va plutôt bien dans sa vie, elle vient de se fiancer, elle va bientôt se marier. Et puis je vous présente Bob. Bob, c'est un jeune homme qui a à peu près le même âge, qui utilise pas mal de services en ligne sur Internet, et lui, il est en couple. Et puis comme c'est une histoire qui se passe sur Internet, on va essayer de représenter Internet. Internet, c'est quoi? Internet, c'est un réseau. Alors, en fait, pour être plus juste, il faudrait dire un réseau de réseaux. C'est un réseau qui permet à des machines de communiquer ensemble. Quand je dis une machine, j'entends par là la machine de Bob et de Carole, mais également la machine de Facebook, par exemple. Chaque machine est sur le réseau de la même manière. Et pour permettre à tout ce beau monde de communiquer, on utilise des équipements sur Internet que l'on appelle des routeurs. Et ces routeurs sont interconnectés et ça permet à tout ce beau monde de communiquer ensemble. Dans le cadre de notre histoire, quand deux machines communiqueront ensemble, on mettra en surbrillance rouge le chemin parcouru pour permettre aux deux machines de communiquer. Et afin de garder une trace du chemin parcouru, on épaissira le trait pour savoir quels sont les tronçons qu'on a utilisés. Donc sexe, alcool et vie privée, libérer Internet. Il y a marqué Julien Vaubourg et Sébastien Jean parce que c'est les deux plus gros contributeurs de cette présentation, mais on a piqué pas mal d'idées ailleurs. Il y a beaucoup de gens de LDN qui nous ont aidés, donc c'est pas exhaustif. Donc en fait, il y aura 3 parties pour cette conf. Il y aura même 4 parties. Il y aura une petite histoire pour essayer de montrer à quel point la vie privée, ça peut être important. Ensuite, on expliquera pourquoi politiquement c'est important, la vie privée. On essaiera de proposer une solution et on essaiera de vous montrer à quel point cette conférence que l'on travaille depuis près de 2 ans a évolué depuis. C'est parti ? Alors, tout commence par une soirée annoncée sur Facebook. Une soirée où Bob et Carole sont invités et une soirée où Bob et Carole vont un peu trop boire et vont finir par coucher ensemble. Alors, ceux qui sont venus pour le sexe et l'alcool, c'est fini, vous pouvez y aller. Maintenant, on va parler que de vie privée. Et justement, si on parle de vie privée, déjà à ce moment-là de l'histoire, Facebook, c'est pas mal de choses. Facebook, c'est qui a organisé la soirée, où est-ce qu'elle se passe, c'est qui est invité, c'est grâce au profil de Bob et de Carole que Bob est en couple, que Carole va bientôt se marier, et connaît même le profil des deux conjoints. Le lendemain, Bob se connecte sur Facebook. Alors là, vous voyez en rouge le chemin parcouru entre la machine de Bob et la machine de Facebook pour attendre Carole et s'excuser de ce qui s'est passé la veille. Carole finit par se connecter. Ils chattent ensemble en utilisant la messagerie instantanée de Facebook et en discutant, ils se souviennent qu'ils ont eu un rapport non protégé.
Et donc, en utilisant la messagerie instantanée de Facebook, Facebook sait maintenant que Bob et Carol ont eu un rapport non protégé. À votre avis, c'est quoi le premier réflexe de Bob? Il va utiliser son moteur de recherche préféré, et, donc qui est Google, et il cherche risque de sida. Et donc en faisant ça, bien sûr, Google sait que Bob a très vraisemblablement peur d'avoir le sida. Il va cliquer sur un lien fourni par Google qui le redirige sur un site qui s'appelle tasanté.com. Et en cliquant sur ce lien, Bob confirme auprès de Google qu'il a eu un rapport non protégé. Alors le site tasanté.com possède une fonctionnalité un petit peu particulière que l'on appelle les plugins sociaux. Et c'est des fonctionnalités qui permettent à un site de renvoyer des informations directement à Facebook. Ceci, que vous soyez connecté ou pas à cet instant-là à Facebook. C'est-à-dire que, sans le savoir, Bob a informé Facebook qu'il a peur d'avoir le sida. Alors le site tasanté.com lui conseillait d'aller se faire dépister, donc du coup il cherche sur Google Maps le centre de dépistage le plus proche. Google Maps étant un service de Google, bien sûr, il apprend à Google que non seulement Bob souhaite consulter, mais en plus Google connaît l'adresse du centre de dépistage dans lequel Bob va vraisemblablement se rendre. Alors je vous rassure, le test sera séronégatif. Et tout va bien pour Bob. Et quelques semaines plus tard, Carol annonce sur son mur Facebook qu'elle est enceinte. Donc du coup, c'est une information publique. Facebook sait que Carol est enceinte. Elle envoie un long courrier à Bob en utilisant l'adresse Gmail de Bob pour lui dire que très vraisemblablement l'enfant est de lui, mais que pour des raisons personnelles qui n'engagent qu'elle, elle refuse d'avorter. Bob finit par se connecter à son service de messagerie pour prendre connaissance du courriel de Carol. Et donc, en utilisant les services de messagerie de Google, maintenant, Google sait que Carol est très vraisemblablement enceinte de Bob et qu'elle refuse d'avorter. Quelque temps plus tard, Carol publie les photos de son mariage sur Facebook. Donc, Facebook sait que Carol s'est mariée et possède même les photos. Elle met en ligne des vidéos de son mariage sur YouTube, YouTube étant un service de Google. Et donc, Google sait maintenant que Carol vient de se marier et possède les vidéos. Quelque temps plus tard encore, Carol ouvre un album photo privé sur Picasa, Picasa étant un service de Google, avec les photos de l'enfant qui vient de naître. Et donc, Google sait que Carol a accouché et possède le prénom et les photos de l'enfant illégitime. Fin de l'histoire. À ce moment-là, c'est peut-être le temps de faire un bilan et de savoir qui c'est quoi. Et quand on regarde, manifestement, les deux opérateurs, les deux intermédiaires entre Bob et Carol, que sont Google et Facebook pour nous, savent à peu près tout de l'histoire. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est une histoire privée, c'est une histoire très privée, et c'est d'autant plus inquiétant que Carol et Bob ont utilisé X moyens de communication, et des moyens de communication très privés. De la messagerie instantanée, du mail, un album de photos privées, etc. Et malgré tout, nos deux intermédiaires dans notre petite histoire sont au courant de toute l'histoire. Alors j'espère qu'à partir de là, on a tous compris qu'en utilisant des services centralisés, on offrait toute notre vie privée. Alors quand on parle de vie privée, en général, on a le droit à deux réflexions ultra classiques. La première, c'est « ouais, mais je m'en fous, ma vie privée, ma vie n'intéresse personne ». Et la deuxième, c'est « ouais, enfin moi je m'en fiche, j'ai rien à cacher ». Bon, il y a une petite variante pour « j'ai rien à cacher », c'est « en fait j'ai rien à me reprocher », mais ça ne change pas grand-chose. On va essayer de démonter ces deux arguments. Ma vie n'intéresse personne. J'espère qu'à la fin de ma présentation, vous serez convaincus qu'au moins elle vous intéresse vous. Mais même si vous n'êtes pas encore convaincu là, de toute façon c'est faux.
votre vie privée intéresse beaucoup de monde, et à commencer par les gens qui en vivent. Facebook est très très intéressé par votre vie privée. C'est même leur modèle business. Facebook ne fait pas de contenu. C'est vous qui faites le contenu. Rappelons que le fondateur de Facebook est un des plus jeunes milliardaires aujourd'hui. Rappelons que Facebook a été introduit en bourse et que tous les actionnaires sont très intéressés par votre vie privée. Tous les gens qui travaillent chez Facebook sont aussi intéressés par votre vie privée parce que si vous ne leur donnez plus, ils mettent la clé sous la porte. Alors c'est gratuit, ça le restera toujours. Enfin oui, c'est gratuit, mais c'est juteux. Et afin de s'assurer que ce que vous dites est vrai, Facebook, dans les conditions générales d'utilisation, vous demande de ne pas fournir de fausses informations personnelles. Et il vous demande de mettre vos coordonnées exactes et à jour. Ils veulent s'assurer que c'est bien vous qui parlez, que vous ne mentez pas. Ce qui démontre bien à quel point votre vie les intéresse, parce qu'ils veulent avoir l'assurance que c'est bien vous. Le deuxième argument, c'est « je n'ai rien à cacher ». Alors, « je n'ai rien à cacher » fait l'objet d'une conférence qui s'appelle « Je n'ai rien à cacher » faite par LDN, qui dure une vingtaine de minutes, qui ne répond qu'à cette problématique-là. Donc, j'y passerai pas 20 minutes, je vous encourage à aller le voir sur notre site web, ldn-fai.net, vous la retrouverez facilement. J'ai juste conservé quelques arguments pour répondre à cette sempiternelle réponse. Ouais, je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Le premier argument, c'est les règles du jeu peuvent changer. L'idée est la suivante, peut-être, ça serait une erreur, mais peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez rien à cacher. En revanche, vous n'avez pas du tout la garantie que demain vous ne vous retrouveriez pas dans une situation un peu délicate avec un gouvernement, avec des lois avec lesquelles vous ne seriez plus d'accord. Et l'acceptation de la mise en place d'une surveillance généralisée aujourd'hui vous piégera pour le futur. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. D'ailleurs, ça serait soupçonneux. Si demain le gouvernement devait changer et que vous demanderiez à ah ouais non mais maintenant je ne veux plus être surveillé, ça va paraître louche. Et donc vous n'avez peut-être rien à cacher, ce qui à mon avis est une erreur aujourd'hui. En tous les cas, vous ne pouvez pas le savoir pour demain. La deuxième réponse qu'on peut faire à « j'ai rien à cacher », c'est ouais, enfin, on s'en fiche que vous n'avez rien à cacher parce que c'est pas vous qui décidez si vous êtes coupable ou pas. Et c'est vrai en particulier dans les services en ligne. Il y a plein d'exemples, on a une petite slide sur les abus, mais quand une utilisatrice d'Amazon perd tous ses livres parce qu'il y a un homonyme qui a une activité qui n'a pas plu à Amazon, elle n'avait rien fait d'illégal. Et pourtant, on lui a supprimé ses livres. Quand vous utilisez les services de lecture de Google et que vous vous déplacez à l'étranger dans des pays où Google n'a pas d'accord pour exploiter un livre et que le livre n'est plus visible, vous êtes puni et pourtant vous n'avez rien fait d'illégal. Donc on s'en fiche que vous ne soyez pas coupable ou pas, de toute façon ce n'est pas vous qui le décidez. La troisième réponse qu'on peut faire, c'est que même dans une société de droit, il est toujours bien d'avoir un espace permettant l'émergence d'une parole alternative. Si on fait le bilan des droits sociaux qu'on a acquis, la loi n'a jamais été en avance sur la société. Ça a même été strictement toujours l'inverse. C'est toujours la société qui est en avance sur la loi. Et donc il faut pouvoir se réserver des espaces afin de pouvoir militer et afin de faire évoluer la société et de faire évoluer la législation. Un combat parmi d'autres, mais le combat pour le droit des homosexuels, il a commencé à un moment où l'homosexualité était interdite. Et donc, si on avait accepté la mise en place d'une surveillance généralisée, il n'y aurait jamais pu avoir l'émergence de militants homosexuels qui se regroupent entre eux, qui essayent de défendre leur point de vue, qui essayent de défendre leur liberté, qui se regroupent, qui militent et qui font changer la société et la législation. Et donc, c'est vraiment un argument politique fort pour lutter contre la mise en place d'une surveillance généralisée. Le dernier argument, mais il y en a plein d'autres, c'est de toute façon, la vie privée est un besoin fondamental. En tout cas pour certains, quand on téléphone, on met sa main devant sa bouche pour pas qu'on sache ce qu'on dise. Si on parle plus doucement quand on est en public, si on ferme la porte de chez soi, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est juste parce que c'est un besoin fondamental. On en a besoin, on a besoin de cet espace.
il faut le défendre, et la mise en place d'une surveillance généralisée empêcherait ça. Il faut savoir que quand on est surveillé ou pas surveillé, on ne réagit pas du tout de la même manière. Ça a été prouvé par plein d'expériences. Il y a quelqu'un qui a bien compris à quel point ce besoin fondamental était important. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Mark L. Mark L faisait l'objet d'un article qui a été publié en décembre 2008. Alors c'est vieux, décembre 2008, dans l'histoire de l'Internet, c'est une éternité, mais c'est d'autant plus intéressant. Ça a été publié dans un journal en ligne qui s'appelait Le Tigre. L'article commençait comme ça. Bon anniversaire Marc, le 5 décembre, tu fêteras tes 29 ans. Tu permets qu'on se tutoie, Marc, tu ne me connais pas, c'est vrai, mais moi je te connais très bien. En fait, le journaliste avait pris une personne au hasard, alors je crois que le point d'entrée c'était Flickr, et avait essayé de dresser un profil uniquement avec des données publiques. Il n'y avait pas de hacking, il n'y avait pas de copinage avec des services en ligne, c'était juste des données publiques, et pourtant, on connaissait son vrai nom et son prénom, puisque Markel c'était un pseudo, on connaissait son âge, on connaissait son adresse, on connaissait son métier, on connaissait l'adresse de son métier, on connaissait l'adresse de ses parents, on connaissait à peu près son niveau de vie avec ses photos de vacances. On savait ce qu'il faisait pendant ses vacances. On connaissait ses amis. On avait une photo de Marc. On avait la photo de sa petite copine, une jolie petite brune qui ressemblait beaucoup à son ex parce qu'on a pu remonter dans les archives de Flickr et son ex était aussi une jolie petite brune. Oui, c'est deux copines. C'est pour ça que je dis que sa copine actuelle ressemblait beaucoup à son ex. On avait vraiment beaucoup d'informations sur Marc. On avait même son numéro de téléphone. On a retrouvé un site web de Marc. Quand il était jeune, il faisait du punk et il avait laissé son numéro de téléphone pour pouvoir être contacté par des propriétaires de bars pour pouvoir jouer le week-end. Et le journaliste a appelé ce numéro de téléphone, il a dit « Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Markel ?» Et il y a une personne qui a répondu « Oui, c'est lui-même », le journaliste a raccroché. L'article a été publié, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il y a des journaux un peu moins précautionneux qui ont publié le vrai nom de Markel. Le mec a terminé en déprime. Il voulait plus se rendre au boulot, il avait sa vie complète publiée. Imaginez-vous demain, vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous donne toutes ces informations-là. Ça pose problème. Donc j'espère que vous êtes convaincus que la vie privée, c'est non seulement important pour vous, mais c'est aussi important pour la société. Alors ok, on sait que les services en ligne sur Internet collectent beaucoup de données pour nous, on sait que la vie privée c'est important, mais la bonne question c'est qu'est-ce qu'ils auraient le droit d'en faire? Et pour savoir ça, il suffit de regarder les conditions générales d'utilisation. Vous savez, ces blabla là qu'on dit, sur lequel on clique j'accepte sans les lire, ou dans le meilleur des cas, on les allume et on n'a rien compris. Et quand on regarde les conditions générales d'utilisation de Google, on a quelques informations. Par exemple, on apprend que les contenus qu'on soumet à Google et à toute personne travaillant avec Google, par là même, on accorde à Google une licence de reproduction, de modification, d'affichage ou de distribution publique des contenus. En gros, ce que vous avez donné à Google, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Alors, je ne serais pas tout à fait honnête si je disais pas que cette clause, elle est conditionnée, elle est limitée à l'exploitation, la promotion et à l'amélioration de nos services et au développement de nouveaux services. Service avec un S majuscule. Dans un contrat, un mot avec un S majuscule est redéfini. Et effectivement, on retrouve dans les conditions générales d'utilisation une information disant « Merci d'avoir choisi nos produits, nos services, service avec un S majuscule ». Conclusion, on ne sait pas du tout à quoi est limitée cette clause. Donc ce qu'on a donné à Google, ils peuvent en faire a priori ce qu'ils en veulent. Alors pour Facebook, on accorde une licence transférable. Ça, pareil, c'est leurs copains. Hein. Je n'ai pas la liste des copains de Google, mais je n'ai pas plus la liste des copains de Facebook. Donc on accorde à Facebook une licence transférable sous licenciable pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook. Bon, ça a le mérite d'être clair. De la même manière, chez Facebook, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Ok, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent, mais pour combien de temps? Alors pour Google, c'est très clair. Cette autorisation demeure pour toute la durée légale de protection de votre contenu, même si vous cessez d'utiliser nos services. Ce que vous avez donné à Google, c'est terminé, c'est mort. Ça ne sert à rien de vouloir le récupérer. Vous l'avez donné à Google, c'est définitif.
Pour Facebook, cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez des contenus, sauf si votre compte est partagé avec d'autres personnes. Alors ça c'est un peu con, hein, c'est un peu le concept du réseau social de partager. Si vous voulez supprimer vos informations et que vous devez contacter tous les gens qui ont partagé vos contributions, ça va être chaud. Et puis de toute façon, Facebook nous demande de bien comprendre que les contenus supprimés peuvent persister dans les copies de sauvegarde pendant un certain temps. Un certain temps n'étant pas du tout défini. Je ne sais pas si c'est quelques jours, quelques années, quelques décennies ou quoi que ce soit. Un certain temps, c'est quelque chose de très flou. Donc ce que j'ai donné à à Facebook, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Bon, ok. Maintenant, si j'ai un problème avec Facebook, je vais pouvoir porter plainte. D'ailleurs, même dans les conditions générales d'utilisation de Facebook, il m'explique que si je dois porter plainte, je dois le faire exclusivement devant un tribunal régional américain de Northwest District de Californie et que j'accepte de respecter la juridiction de ces tribunaux. Alors, tous ceux qui ont un compte Facebook doivent très très bien connaître la législation des tribunaux de Northwest District, puisque en fait, il y a encore quelques mois, c'était les tribunaux de Santa Clara, aussi en Californie, c'est pas la même législation, donc j'imagine que vous êtes mis tous à jour sur la législation de ces tribunaux-là. Bon, on est tous d'accord que ça va être compliqué de porter plainte aux États-Unis, que ça risque de coûter cher. C'est pas gagné. Pour être tout à fait honnête, quand on montre ça à des avocats, ils sont morts de rire. En disant non mais ça marche pas. On ne peut pas imposer à des citoyens français de respecter la juridiction des tribunaux américains. Oui, sauf que à l'heure actuelle, à notre connaissance, il n'y a jamais eu aucune jurisprudence remettant en question ça. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir faire un jour. Bon, ok, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils en veulent, tout ça, on leur donne beaucoup de choses. Bon, maintenant, est-ce qu'ils en abusent? Alors, le problème des abus, c'est qu'il y en a beaucoup. Vraiment énormément, c'est un boulot à part entière de le suivre. Il y a des gens qui font ça. Nous, on en a repéré, on en a conservé 6 ou 7 qui nous paraissaient signifiants. Facebook et la reconnaissance faciale, c'était une expérience qui était faite il y a quelques années, où en vous rendant dans un bar, on vous photographiait, et grâce à la reconnaissance faciale, on arrivait à trouver votre compte Facebook et on vous offrait des goodies commerciaux ou publicitaires en fonction de votre profil. Si demain je ne peux plus aller dans un bar boire une bière avec des amis et sans informer un service en ligne, ça va commencer à poser problème. La reconnaissance faciale, je pense que c'est un sujet qui va devenir très important dans les semaines et dans les mois qui viennent, à commencer parce que Facebook proposerait, enfin pour l'instant il y a des rumeurs qui proposeraient des solutions de reconnaissance faciale diablement efficaces, et puis la mise enfin la commercialisation très prochaine des Google Glass, et on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc si ça se trouve, demain, je ne pourrai plus sortir dans la rue sans informer des tiers que je suis sorti dans la rue. Dans la conférence précédente, ici même, on avait parlé des seins qui plaisaient pas beaucoup à Facebook. Oui, effectivement, les seins ou l'origine du monde de Courbet sur Facebook, ça leur plaît pas, mais c'est presque un peu trop facile de parler de ça. Moi, je tenais plutôt à parler de censure. Facebook a fermé le compte Facebook du Monde, du journal Le Monde, parce qu'ils avaient publié une photo qui leur plaisait pas. C'était pas une photo nue. Bon, ils ont eu d'autres problèmes avec des photos nues, en particulier les militantes féministes, les femmes. Mais là, en l'occurrence, c'était une Tibétaine qui avait choisi de s'immoler. La photo a été publiée sur le compte de Facebook et Facebook avait dit non, mais enfin ça c'est pas corporate, c'est pas cool. Nous on veut pas de ça chez nous. Et donc du coup ils ont bloqué le compte du Monde. La notion de liberté de la presse, a priori, c'était pas leur truc. Non seulement ils ont suspendu temporairement le compte du Monde, mais en plus ils ont bloqué l'accès aux administrateurs en leur disant c'est vraiment pas bien ce que vous avez fait. Et pour certains des administrateurs du Monde, c'était pas la première fois qu'ils avaient des problèmes avec Facebook, et on leur a dit si ça devait se réitérer, nous vous fermerions les accès définitivement pour votre compte professionnel, mais également pour votre compte personnel. On est bien d'accord que c'est un abus grave. Hein. Alors là, bon, et bien sûr, on peut parler de liberté de la presse, moi ça me semble important, mais c'est des gens qui se retrouvent punis, ou potentiellement punis, sans avoir rien fait d'illégal. Qu'un journaliste publie une photo et le punir pour ça, ça pose question. La revente de faux profils, alors ça c'est une histoire un peu
on n'a jamais eu les tenants et aboutissants de cette histoire-là. En fait, le fait est que on a retrouvé des informations présentes sur les profils Facebook sur un site de rencontre qui s'appelle Baidu. C'est une histoire qui est arrivée il y a quelques années. C'est pas très clair. Bon, a priori, il y a peut-être des utilisateurs qui ont fait des erreurs et qui ont cliqué un peu trop vite là où il fallait pas. Certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais fait ça. Le fait est qu'on a retrouvé des informations de certains profils sur un site de rencontre. Alors, de temps en temps, ça peut être drôle. En l'occurrence, un curé qui avait marqué sur son profil Facebook qu'il était célibataire, il se retrouvait à chercher une charmante demoiselle dans sa région. Quand une paroissienne est tombée sur cette annonce, elle l'a dénoncée aux autorités religieuses, et donc le curé s'est fait remonter les bretelles en disant « mais c'est quoi ce bordel ?» Bon, c'est amusant. Reste que c'est pas toujours très drôle. J'ai un ami dont la petite amie a été inscrite à son insu sur ce site de rencontre. Comment cet ami peut vivre le fait que sa petite copine se retrouve à chercher un copain dans sa région, avec des informations vraies? Son vrai nom, son âge, la ville dans laquelle elle vivait, enfin. Pourquoi il aurait douté que ce n'était pas elle qui l'avait fait? Et pourtant. Facebook et les escrocs, alors ça c'est simplement que quand vous donnez des informations personnelles, c'est un moyen, plus je sais de choses sur vous, plus j'ai du pouvoir sur vous. Et donc là, ça fait allusion à une histoire particulièrement triste et grave, puisque c'est un jeune homme qui, en se connectant, alors je ne sais pas si vous connaissez le service chatroulette, en gros, on se retrouvait en contact webcam plus ou moins au hasard avec des gens, et qui se retrouve tout nu devant une charmante demoiselle, et la charmante demoiselle lui dit « Bon, maintenant, tu m'envoies des thunes, parce que j'ai la liste de tous tes amis sur Facebook, et si tu m'envoies pas de sous, j'enverrai la vidéo de toi tout nu à tous tes amis. » Le jeune homme, vraisemblablement un peu fragile psychologiquement, s'est suicidé. Donc il faut quand même toujours réfléchir aux données qu'on donne sur Facebook. Ça peut être un moyen, enfin aux réseaux sociaux en général, ou tout du moins sur Internet en général, parce que ça peut être demain un moyen de pression sur vous. AdSense et Pirate Bay. Alors ça c'est une histoire que j'aime beaucoup. AdSense c'est la régie commerciale, la régie publicitaire de Google, et Google n'aime pas du tout Pirate Bay. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Pirate Bay c'est un annuaire qui permet de récupérer des liens pour télécharger des documents. Bon, en gros, sur Internet on fait que télécharger des documents, mais là effectivement c'est utilisé pour télécharger pas mal de choses, dont entre autres des séries à la mode. Et donc il y a un petit programme automatique de Google qui vérifie les pages et puis qui a vu un lien Pirate Bay et qui a dit « Ah non, non, Pirate Bay c'est le mal absolu, on ferme ». Il y avait bien un lien Pirate Bay. Il y avait un lien Pirate Bay qui permettait de télécharger un livre sur le Python. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Python c'est un langage de programmation. La personne qui avait mis en lien le téléchargement possible de ce livre sur Python, c'était l'auteur du livre, qu'il avait publié en licence libre. Donc il avait tout à fait le droit de le partager. Et pourtant, Google l'a puni. Gmail et la vie privée. Alors en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Google a beaucoup de machines, c'est vrai, mais il y a quand même des vrais gens derrière. Et je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas les informaticiens de chez Google. Et je ne sais pas si c'est des personnes qui sont honnêtes et respectueuses de ma vie privée. Il n'y a pas de raison que chez les informaticiens, il n'y a pas des gens mal intentionnés comme dans tous les autres métiers. Et là, en l'occurrence, c'était un administrateur qui fouillait dans la boîte mail d'une charmante demoiselle pour essayer de faire du chantage sur elle. Alors certes, Google a viré Manu Militari, cet administrateur peu respectueux. Il n'empêche que pour tous les autres, je ne sais pas comment ça se passe. Google et la subjectivité, la mort numérique, ça c'est l'histoire d'un utilisateur qui était alors un peu accro à Google. Hein. Pour moi, il était quand même Google dépendant. Hein. Il avait 7 services, il avait son mail, son agenda, son blog. À l'époque, il y avait du lecteur de flux RSS, il avait des photos sur Picasa, il avait des vidéos sur YouTube et il avait ses bookmarks. Et un matin, il se lève, il se connecte à son compte Google et le compte est fermé. Il n'a plus rien. Il a perdu ses photos, il a perdu son agenda, il a perdu son mail, il a perdu ses contacts, il a perdu toute sa vie numérique. C'est terminé. C'était un script automatique qui avait moissonné le contenu de cette personne-là et qui avait décidé qu'il hébergeait du contenu pédopornographique et qu'il fallait le fermer. C'était pas drôle pour ce monsieur, hein. Vraiment pas drôle. Il était en recherche d'un projet de thèse, il était en relation avec des chercheurs par mail pour essayer de se faire encadrer sa thèse. Il a tout perdu.
La question, c'est pas de savoir s'il y avait vraiment du contenu pédopornographique sur sa page ou pas. Je dirais presque qu'on s'en fiche. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. La question, c'est de savoir si c'est normal qu'on puisse être puni, parce que ça revient à ça, par un programme qui automatiquement vous ferme votre compte sans intervention humaine. C'est grave quand même d'être jugé, d'être puni sans intervention humaine. Google et la presse belge, alors on a eu un débat assez analogue en France, mais ça n'a pas été de la même manière. Le problème était le suivant, Google fournit un portail d'information, donc pour la Belgique ça doit s'appeler news.google.be, et diffuse des liens qui permettent d'être dirigés vers la presse belge avec des petits résumés des articles. La presse belge, ça les faisait pas rire du tout, à droit d'auteur, tout ça, vous gagnez du pognon sur notre contenu, c'est pas bien, et donc du coup ils ont porté plainte et ils ont gagné auprès de la justice. Donc du coup, la justice a dit à Google, bah ok, très bien, mais maintenant vous allez filer des thunes à la presse belge. Google a dit, bah non, non, nous on est les meilleurs, on est les plus forts, on fait ce qu'on veut, on vous emmerde, et on vous donnera pas de thunes. Mais par contre, on va respecter votre loi, on va supprimer sur ce portail-là les liens vers de la presse, et pour être sûr de bien respecter vos droits d'auteur, on va s'assurer que dans notre moteur de recherche, vous soyez également plus disponible. On perd à la louche 25% de visites parce que les gens passent par Google pour aller visiter les sites. Et donc du coup, la presse belge a dit bah non, en fait, c'est pas grave. Continuez à nous diffuser, on a besoin d'être indexé. Les derniers chiffres en France, c'est ceux que j'avais. Donc voilà. Donc en fait, Google est plus fort que la loi, manifestement. Et pour finir, Google et la track, c'est ce qu'on appelle la notion de bulle numérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je fais une recherche dans Google, les résultats qui me sont fournis par Google ne sont pas objectifs. On n'a pas tous les mêmes. Si je fais une recherche, j'aurai des résultats qui seront liés à mes recherches, à mon profil. Si vous faites la même recherche, vous aurez un résultat différent. Et un des exemples pour expliquer cet enfermement dans une bulle numérique, ça serait deux internautes différents qui feraient une recherche sur Google avec le même mot-clé. On va prendre le mot-clé Égypte. Le premier internaute, c'est un militant des droits de l'homme. Lui, il est à fond, les révolutions arabes, tout ça, c'est un gros militant, et il cherche Égypte sur Google, et il va trouver des informations sur ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe en Égypte actuellement, ce qui n'est pas très cool d'ailleurs, etc. Il va avoir des informations politiques. On prend un deuxième internaute. Alors lui, il a un profil complètement différent, c'est un globe-trotter, il adore voyager avec un sac à dos et tout, faire le con partout dans le monde. Et quand il cherche Égypte, il va avoir des résultats très différents. On va lui proposer des promotions d'agences de voyage pour aller en Égypte, on va lui proposer de se connecter à l'office du tourisme égyptien, il va avoir des offres de tour opérateurs. On va même peut-être pas lui indiquer sur la première page de résultats que c'est pas le meilleur moment d'aller en Égypte. Etc., etc., etc. Pour ceux que ça intéresse, rien que sur les problèmes de copyright, Numérama fait une revue de presse hebdomadaire qui s'appelle le Copyright Madness. C'est un boulot à part entière sur les abus. C'est juste là, c'est des histoires qui ne sont pas toutes jeunes, mais il y en a toutes les semaines. La Quadrature du Net fait un wiki sur lequel on peut recenser ces abus-là. Alors, on va essayer d'offrir une petite morale. Quand on demande aux citoyens, est-ce que vous seriez d'accord pour votre facteur ouvre votre courrier privé? Alors, si on veut vraiment prendre les conditions générales d'utilisation de Google, il faudrait dire, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre facteur ouvre le courrier, les lise, les photocopie, les modifie, les distribue ou pas, et en garde une copie à vie? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, mais je suis d'accord. » Ah ouais, mais juste là, c'est pas logique. Pourquoi sur votre courrier physique, vous ne l'acceptez pas, et sur votre courrier numérique, typiquement vos mails, vous l'acceptez? Moi, je ne sais pas vous, mais dans ma boîte aux lettres, à part mes factures, qui est certes des informations privées, je n'ai plus d'autre intimité que mes factures. Tout se passe, j'échange avec mes amis, j'échange avec ma famille, j'échange avec mes proches, au travers des mails. Donc maintenant, ma vie privée, elle se trouve plus dans les mails que dans le courrier physique, et pourtant. Une citation de Jacob Appelbaum, qui est un expert en sécurité, qui est un des fondateurs du réseau Tor, qui disait que la vie privée, c'est comme un préservatif. Si vous n'en utilisez pas, vous mettez aussi votre partenaire en danger. Si malheureusement, je n'ai pas réussi à vous convaincre qu'on avait un putain de problème sur le respect de nos vies privées, sachez que si vous n'en avez rien à faire, moi j'en ai quelque chose à faire.
Et même si j'essaye de mettre en place tous les outils nécessaires pour protéger ma vie privée, à partir du moment où j'ai un ami, un proche qui m'écrit avec une adresse de type Gmail, Hotmail, Live.fr, etc., c'est terminé. Ma vie privée, elle est par terre. Tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Alors, on va essayer de trouver des solutions. Ok, on a bien isolé le problème. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est Facebook et Google. C'est que c'est des opérateurs en qui on ne peut pas avoir confiance. Bon. Ok. Bob et Carol, quand ils discutent ensemble, ils discutent au travers de services en ligne de type Google et Facebook. Et si par hasard, pour discuter entre eux, ils avaient installé sur leur propre ordinateur les outils adéquats pour pouvoir discuter directement, sans intermédiaire. Et alors là, vous obtenez un truc un peu bizarre. C'est que le chemin parcouru entre Bob et Carol, c'est le chemin le plus court, c'est le chemin le plus cohérent du point de vue de l'Internet qui va avoir tendance à chercher le chemin le plus court. Et là, vous voyez, on passe par un chemin qui n'a jamais été utilisé. Et pourtant, c'est le fonctionnement normal, c'est comme ça qu'Internet a été pensé. Et c'est une vraie solution, c'est-à-dire que si Bob et Carol ont leurs outils pour pouvoir communiquer sans intermédiaire, à ce moment-là, on s'en fout de la surveillance de Facebook, on s'en fout de la surveillance de Google, on a résolu le problème. Alors, si on parle du mail, comment ça se passe? Dans notre histoire, Carol utilisait son adresse Gmail pour écrire à Bob, qui possède également une adresse Gmail. Carol écrivait un mail, l'envoyait sur les machines de Gmail, et Bob se connectait et récupérait le mail des machines de Gmail. Et là, on voit bien le problème, c'est qu'entre deux, il y a un intermédiaire qui s'appelle Gmail qui a conservé une copie du mail. Dans le cas où on réfléchit à ce qu'on appelle s'auto-héberger, héberger ses propres services, décentraliser l'Internet, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Carol écrit un mail, elle le donne à son ordinateur qui héberge un logiciel qui permet d'envoyer du mail, et automatiquement, au travers d'Internet sans intermédiaire, le mail est transmis sur la machine qui héberge le service de messagerie de Bob, sans aucun intermédiaire. Et là, vous avez résolu le problématique de l'intermédiaire. C'est ce qu'on appelle l'auto-hébergement et la décentralisation d'Internet. Alors voilà, en gros, je vous ai fait Sex, Alcool et Vie Privée tel qu'on l'avait pensé il y a à peu près 2 ans. Alors il s'est passé un truc, il y a à peu près 1 an, j'ai fait cette conférence à la Ubuntu FR de Paris. Ça s'était bien passé, j'étais plutôt content de moi, je pensais que j'avais réussi à faire passer le message. Et là, j'ai quelqu'un dans le public qui m'a un peu sauté dessus, disant que j'étais un gros fou furieux, que j'étais parano, qu'il fallait arrêter, qu'on n'était pas surveillé, qu'il fallait arrêter de faire peur aux utilisateurs et que, bon, les geeks là, c'est bon, fallait arrêter quoi. On était le 1er juin 2014. Vous savez ce qui s'est passé le 5 juin 2014? Le premier scoop des publications de Glenn Greenwald sur les documents d'Edward Snowden. 2013, oui, pardon. J'en rigole encore. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde sait, mais comme la conférence est filmée, on va quand même le dire. Qui est Edward Snowden? Edward Snowden était un ancien prestataire des services de renseignement des États-Unis. Et il a récupéré une quantité d'informations relativement astronomiques qu'il a fourni à un journaliste qui s'appelle Glenn Greenwald. Et ces documents sont depuis 1 an publiés à droite à gauche. Et avec ces documents, on apprend la mise en place d'une surveillance potentielle ou effective généralisée massive. Le parano, c'était pas moi, la Ubuntu FR. Moi, j'étais pas parano, je minimisais même le problème. Les paranos, c'est les services de renseignement. C'est eux qui surveillent tout le monde. C'est eux les paranos, c'est pas moi. Juste quand même pour être honnête avec Edward Snowden, c'est pas les méchants États-Unis. Hein. Les États-Unis ont leurs potes. Ça s'appelle les 5 yeux. Hein. Ils sont très connus. Ça s'appelle la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre et le Canada. Et la collaboration des États-Unis avec d'autres pays est plus large que ça. On sait qu'ils ont collaboré avec des services de renseignement français. Donc c'est pas un truc anti-américain, c'est juste anti-surveillance massive.
Alors du coup, on est obligé de remettre en question la conf sexe, alcool et vie privée qu'on avait faite parce que si on veut discuter de la protection de notre vie privée, on peut plus se limiter au regard indiscret de Facebook et Google. Et donc du coup, on va refaire quelles seraient les bonnes solutions pour répondre à la problématique de la surveillance au regard des publications des documents d'Edward Snowden. Alors, le premier problème, c'est qu'on sait, grâce aux documents d'Edward Snowden, que Facebook et Google ont collaboré avec les services de renseignement, en particulier aux États-Unis. Et donc, de la même manière, la solution, ça serait de recentraliser nos données. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les services de renseignement, c'est super cool, Google. Un service centralisé qui contient la vie privée de centaines de millions d'utilisateurs, il suffit d'avoir un accord avec Facebook, et c'est bon, on a accès à la vie privée de centaines de millions d'utilisateurs. Si Bob et Carol avaient hébergé leur propre service, ça rend la tâche un peu plus compliquée. Mais ce n'est pas suffisant, la décentralisation et l'auto-hébergement. On a appris grâce aux documents d'Edward Snowden que les services de renseignement étaient tout à fait capables non seulement de surveiller les liaisons qui relient, je vous rappelle, les points d'interconnexion qui forment Internet s'appellent les routeurs, non seulement les liens entre deux routeurs, mais également les routeurs directement. Et là, il faut trouver une solution. Et la solution, elle existe, vous l'utilisez déjà, ça s'appelle le chiffrement. Si Bob et Carol, dans leur échange direct, chiffrent leur message, ça rend le boulot nettement plus compliqué pour savoir ce que Bob et Carol disent. Nettement plus compliqué ou carrément très très difficile. Ces solutions existent, vous les connaissez déjà quand vous faites de l'HTTPS quand vous naviguez sur Internet, c'en est. Il existe plein de solutions pour chiffrer. Alors les plus connues, le GPG pour les mails, le VPN pour nettoyer un Internet un petit peu pas propre. Il en existe bien sûr plein d'autres. On pourrait citer OTR qui est à la mode, etc., etc. Il y a une conférence sur le chiffrement hier qui était intéressante. Les documents d'Edward Snowden nous ont appris une troisième chose, c'est que c'est bien beau que Bob et Carol chiffrent leurs messages, c'est bien beau que Bob et Carol discutent directement entre eux. On dit sur Internet des communications point à point, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais en fait, c'est pas suffisant. Parce que Bob, utilisant un système d'exploitation de type fourni par l'éditeur Microsoft et Carol utilisant un ordinateur Apple, on sait aujourd'hui grâce aux documents de Snowden que Microsoft et Apple ont collaboré avec les services de renseignement. Et donc en utilisant ces outils-là, de toute façon, tout ce qu'ils ont fait, ça ne servait à rien. Et la solution, bien sûr, elle est connue. C'est d'utiliser des logiciels libres. Alors vous les connaissez tous, je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour faire la promotion du logiciel libre, mais en tous les cas, les plus connus, GNU Linux pour votre système d'exploitation, et il y en a des milliers et des milliers d'autres. C'est une bonne réponse pour limiter la surveillance. Il y a une autre réponse à faire, il y a une réponse politique. En France, on a la chance d'avoir des représentants politiques qui sont très attachés au respect de notre vie privée. Et il faut absolument s'appuyer sur ces représentants-là pour défendre notre vie privée. J'ai repris quelques citations qui sont très récentes. Jean-Pierre Raffarin qui disait qu'écouter quelqu'un à son insu est une extrême violence. Henri Guénaud, donc Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même un ex-premier ministre. C'est une parole qui a du poids. Henri Guénaud, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui disait récemment quand il n'y a plus de sphère privée, plus d'intimité, plus de secret des personnes, des correspondances, cela s'appelle dans l'histoire le totalitarisme. François Hollande qui expliquait qu'il déplorait très profondément les atteintes à la vie privée. Donc on peut s'appuyer sur ces gens-là pour défendre notre vie privée. Ouais, sauf que non, en fait, ils ne défendent pas notre vie privée. Ils défendent leur vie privée. Et ça pose quand même un vrai problème de société. C'est quand même très inquiétant qu'on n'ait pas eu ces déclarations radicales, engagées, motivées pour défendre notre vie privée. Pourtant, c'est nos représentants. Et cette petite blague me fait penser beaucoup à une citation de Glenn Greenwald, donc le fameux journaliste qui publie les documents de Snowden, qui disait « Nous sommes censés à peu près tout savoir d'eux, c'est pour cela que l'on parle de service public. Eux sont censés à peu près ne rien savoir de ce que nous faisons. C'est pour cela que l'on nous appelle des individus privés. Cette dynamique, la base d'une société saine et libre, a été inversée de manière radicale. » Si on veut faire de la politique, il y a des gens un peu plus crédibles.
typiquement la Quadrature du Net, qui est depuis récemment une association qui défend le droit des internautes, qui défend le respect de la vie privée, qui défend une vision du droit d'auteur plus intéressante à mon goût. Bien sûr, la fédération FDN qui regroupe tous les FAI qui vont bien en France et tous les fournisseurs d'accès Internet associatifs et participatifs de France. Et puis tout plein d'associations qui fournissent des services. Donc on peut s'appuyer sur eux pour essayer de défendre nos intérêts. Pour finir, 4 petites remarques. Quand on confie ces données, si on ne peut pas s'auto-héberger parce que l'auto-hébergement c'est chiant, c'est compliqué, il faut apprendre, j'ai pas le temps à consacrer à ça, etc. À ce moment-là, il faut donner vos données à des gens de confiance. C'est juste une question de bon sens. Quand vous partez en vacances et que vous donnez votre clé pour aller vider votre boîte aux lettres pendant votre absence, vous ne donnez pas la clé de la boîte aux lettres de votre voisine qui vous surveille toute la semaine. Vous la donnez à quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est une question de bon sens. On doit confier ces données à des gens de confiance. Est-ce que Google, j'ai rien contre Google et tous les autres, hein, sont des gens de confiance? Peu probable. Privilégier le point-à-point, les chemins de plus courts, c'est-à-dire que Bob et Carole, utilisant des services permettant de communiquer directement entre eux, on passe plus par l'intermédiaire qui pourrait être un moyen de surveillance. Chiffrer ces communications, vous le faites déjà pour votre carte bleue, c'est cool, c'est important votre carte bleue. Votre vie privée, à mon sens, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Et puis utiliser un maximum de logiciels libres. Alors ça, c'est ce que j'appelle le minimum syndical. Pour moi, c'est pas négociable, il faut absolument qu'on arrive tous à faire ça. Alors bon, je suis pas parfait sur tous les points. La question, c'est comment on va y arriver. Et en fait, je répliquerais bien une remarque de Laurent Chemla qui disait il y a 3 angles d'attaque. Il y a un angle d'attaque politique, et c'est défendre législativement nos intérêts. Un angle d'attaque technique, fournir des outils fonctionnels le plus convivial possible, etc. Les utilisateurs, quand ils vont dans des prisons dorées, ils n'y vont pas parce que c'est une prison. Ils y vont parce que c'est doré. Donc il faut fournir des solutions les plus conviviales possibles, les plus simples, écouter le besoin des utilisateurs et essayer de répondre. Et puis utiliser un maximum de logiciels libres, mais là je pense qu'on est tous convaincus ici. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions? Lâchez-vous, lâchez-vous. En politique, il y aurait des choses à faire. Pardon. Et du coup, si jamais on utilise HTTPS sur Facebook, c'est mieux? Pas du point de vue de Facebook, du point de vue de l'écoute. Parce que alors de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que maintenant, Facebook vous oblige à faire de l'HTTPS. C'est simple. Pardon? Quand vous communiquez avec Facebook, vous le faites forcément en HTTPS. Ça, bien sûr, Facebook a vos données, mais quelqu'un qui vous écouterait entre vous et Facebook n'aurait pas l'information. Merci pour la conférence. Pour que ces usages se démocratisent, il faut qu'on ait des sociétés commerciales qui proposent des services qui soient viables pour elles et qui soient aussi avec une éthique entre guillemets irréprochable. Pour toi, est-ce que c'est un modèle qui est possible ou est-ce que c'est une utopie qui n'arrivera jamais? Je ne vois pas pourquoi la solution, c'est une société commerciale. Les fournisseurs d'accès à Internet et participatifs au sein de la fédération sont non marchands. Donc on peut faire des choses. Le logiciel libre, pour beaucoup, c'est un logiciel non commercial. Donc pour moi, c'est pas un prérequis non commercial. Je parle surtout des services. Si un particulier n'a pas envie, entre guillemets, de se faire chier à faire son auto-hébergement, autant aller se tourner vers des sociétés qui vont lui proposer. Demain, j'ouvre un compte à Gmail, je pourrais ouvrir un compte à je sais pas quoi, qui lui a une éthique, entre guillemets. Je vous encourage à utiliser les services fournis par des associations, LDN parmi d'autres, qui envisagent à moyen terme de fournir un mail respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Non, je ne crois pas du tout à cet aspect commercial ou pas. Je pense même qu'au contraire, à partir du moment où il y a du business, il n'y a plus beaucoup de morale. Sinon, les gens ne vendraient pas des armes d'ailleurs. Hein. Ben non. Toutes les entreprises ne sont pas achetées non plus. Ouais.
Moi, je voulais vous dire qu'elle est super bien, votre conf. Merci. Moi, je l'aurais coupée en deux, parce que je l'ai regardée en pensant à des lycéens qui la regardent. Et j'aurais coupé en deux pour leur laisser la parole à un moment, pour qu'ils puissent... voilà. Et puis, je leur aurais juste rappelé que, de toute façon, la plus grosse faille, au niveau informatique, elle est entre la chaise et le clavier. Et c'est le truc, voilà. Mais sinon, franchement, c'est très, très intéressant. Alors maintenant, sur ce que tu dis sur les sociétés commerciales, il y a Laurent Chemla qui est en train de monter quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant et dont il nous a parlé tout à l'heure. Hein. Oui, tu peux le dire. Hein, oui, non, mais Calliopen. Non, mais effectivement, j'étais un peu vite sur les sociétés commerciales. Mais la différence fondamentale, c'est que je connais Laurent Chemla. Enfin, je ne le connais pas personnellement. Voilà. Mais en tous les cas, je lui accorde une certaine confiance et donc je pourrais peut-être utiliser, enfin pas peut-être puisque j'ai essayé tout à l'heure pendant sa conférence, j'envisagerais d'utiliser son produit parce qu'il me semble quelqu'un de confiance. Et donc c'est toujours le même problème. Mes données personnelles, je veux qu'elles soient un endroit de confiance. Tout à fait, j'en profite pour dire que l'autre net, c'est un endroit de confiance qui existe depuis 2000, qui a 1000 membres depuis 2000, hein, et l'adhésion coûte 23 € pour l'année. C'est bien moins cher que de fumer. Et vous avez un espace, vous avez du HTTPS, effectivement, pour accéder à vos données. Vous avez des mails, vous pouvez mettre des noms de domaine, etc. Et vous avez même un sous-domaine. Voilà. Du coup, je veux juste revenir aussi sur l'aspect commercial. Et, je pense qu'on peut faire du business et faire des choses très bien, à mon avis. C'est juste qu'il ne faut pas avoir comme base de son business model vendre les données des utilisateurs. Et je pense en particulier à des sociétés de services qui peuvent faire du business autour du libre et faire du service autour de l'installation de logiciels libres, de maintenance, de configuration. À Nantes, il y a une association qui s'appelle Alliance Libre, qui regroupe des boîtes locales et qui sont toutes branchées sur le logiciel libre et ça marche plutôt pas mal. Donc je pense qu'il y a quand même des créneaux intéressants pour effectivement que ce soit rentable entre guillemets et je pense que c'est du coup un argument qu'on peut venir présenter à des élus. Regardez, il y a aussi d'autres business models et on peut encourager des pratiques qui respectent les utilisateurs tout en encourageant l'innovation économique, etc. Je peux me permettre de mettre un petit bémol parce que je sais que là j'étais un peu trop vite et que je fais du troll avec cette histoire de société commerciale, mais quand je vois une société comme Canonical qui utilise le logiciel libre pour revendre des données personnelles de ses utilisateurs à Amazon, voilà, j'ai un peu plus confiance dans un Debian qui est non commercial. Mais voilà, Mais bon, je corrige, effectivement, toutes les sociétés ne sont pas forcément non respectueuses de ses utilisateurs, mais en tous les cas, quand il y a beaucoup d'enjeux, ça peut se barrer vers des directions qui ne sont pas forcément souhaitables. Oui, il y a une question là-bas. Combien il y a de personnes ici dont le métier ou la formation actuelle, c'est l'informatique ? Ok, non, je pose la question inverse. Donc, c'est pas l'informatique. Ok, d'accord. Alors, parce qu'en tant qu'utilisateur, en tant qu'informaticien, en tant que personne ayant certaines compétences, on a des responsabilités qui vont être de former, d'écouter les besoins, d'essayer d'y répondre. Quand on est développeur, essayer de prendre en compte la sécurité, etc. Mais quand on est utilisateur, également d'écouter ce que certains informaticiens ont à dire d'intéressant. Peut-être essayer parfois de changer d'habitude, parce que pour essayer de corriger le problème, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est entre être libre ou se reposer, il faut choisir. À un moment donné, effectivement, si on veut gagner un peu de liberté, il faut faire un petit effort. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout son confort à la poubelle, c'est pas une solution, mais ça me semble important. Et le dernier point, qui est l'aspect social dont parlait Laurent, on a tous une responsabilité pour essayer de répondre à la fameuse sempiternelle réponse « j'ai rien à cacher ». On a une responsabilité pour essayer d'aider les utilisateurs à utiliser les solutions techniques et les rendre les plus conviviales possibles. On a une responsabilité dans l'éducation nationale pour expliquer aux enfants ce que c'est la parole publique. C'est quelque chose de nouveau qui est apparu grâce à Internet. Avant, à part gueuler dans la rue, debout sur une chaise, j'avais pas trop de parole publique. Maintenant, n'importe qui peut ouvrir un blog ou n'importe quoi et avoir une parole publique. Ça s'éduque.
Il faut former les administrateurs système et réseau. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là. C'est une catégorie d'informaticiens qui gèrent vos données. Et il faut les forcer à avoir des cursus d'éthique. Il faut les responsabiliser. Donc on a tous un rôle à jouer là-dedans. Il y avait une question là. Ouais, il y avait 2 questions juste après. Bonjour. Quel serait en fait le compromis idéal pour l'auto-hébergement pour que Madame Michu puisse avoir un service. J'aime bien Monsieur Michu aussi, mais bon. Avoir un service à la fois performant et dans lequel elle puisse avoir confiance et pas que ce soit trop centralisé. Et qui pourrait essayer de faire ça, quoi. Alors, je pense que ça dépend de quel service on parle. Il y a des services qui sont vraiment très simples à installer, qui demandent. Ça dépend de quel service on parle. Il y a des services qui sont très simples à installer. Installer un serveur de messagerie instantanée sur sa machine, je pense que même si vous n'êtes pas compétent, vous pouvez demander à un ami informaticien. En 10 minutes, c'est plié, c'est bon, vous avez une solution qui vous permette de faire de la messagerie instantanée. Mais sécurisé. Ouais, OTR, c'est 10 minutes. Hein. Ouais. Un serveur Jabber, ouais, c'est 10 minutes à installer, sécurisé. Il y a des tutos partout sur Internet. Donc, OwnCloud, c'est pareil, ça va être quelques minutes. Il n'y a que le mail en fait qui pose vraiment problème en auto-hébergement. Tout le reste, il y a des tutos absolument partout sur Internet et en une bonne grosse journée, on peut complètement se couper de Google, sauf pour les mails. Donc voilà, il y a des services à mon avis qui sont simples à installer. Pour les services plus compliqués, c'est techniquement possible puisqu'il y a plein de gens qui le font. Par contre, il y a peut-être plein de gens qui ont d'autres priorités dans la vie que passer du temps à faire de la technique, et ce pourquoi on propose comme solution intermédiaire de s'appuyer sur des personnes de confiance. Juste après, je vous écoute. Simplement, c'est une remarque. Chaque fois que je viens à un passage en scène, je repars très enthousiaste en me disant ils répondent vraiment à toutes mes préoccupations, mes inquiétudes, tatati, tatata. Je me retrouve chez moi face à mon ordinateur à vouloir installer ça, ça et ça. Et puis je me dis, mince, je ne suis pas une informaticienne pour dessous. Donc je rencontre des difficultés. J'essaye quand même de m'y mettre, mais bon. Alors, il manque, je trouve, après ce genre de manifestation, peut-être des ateliers ici où vous allez expliquer à des gens qui ne sont pas informaticiens, parce que la question que tu as posée, c'était combien d'informaticiens, la majorité, comment faire pour justement appliquer tout ce que tu nous as dit dans ta conférence, par exemple, comme l'auto-hébergement. Bon, alors, tu dis qu'il y a des tutoriels faciles, mais faciles pour toi, informaticien, peut-être pas forcément pour Mademoiselle Michu. Vous n'avez pas de proches informaticiens qui peuvent vous aider ? Non. Non. Non, mais enfin bon, on peut s'y mettre, mais on s'y met avec du temps. J'ai pas de référence à vous donner, mais je pense qu'il y a plein de gens qui doivent connaître. Il y a des install parties. Il y a quelqu'un qui souhaite absolument répondre, donc je pense que ça va aller dans votre. Je dirais juste une chose, les cafés vie privée. Je vous ai donné le petit papier, vous me contactez et je répondrai à votre question. On fait des ateliers justement par rapport à ça. Je m'attarde pas plus parce que je vois tout le monde rigoler. Juste en 30 secondes aussi, n'hésitez pas à contacter les gens, venez nous voir, il y en a des gens qui seront capables de vous installer ça, même si vous ne savez pas faire. La Quadrature, sur les cafés vie privée, l'April, sur la PSES, moi j'ai aucun problème pour vous installer une machine chez vous et vous faire la configuration, il suffit juste de demander, et généralement vous trouverez des gens pour vous faire ça. Je rappelle aussi qu'il y a un truc qui est un peu vieux et que les gens qui connaissent pas ne trouvent pas toujours. Il existe des LUG, des Linux User Group, qui rassemblent beaucoup de gens qui en général sont bien sensibilisés et savent faire ce genre de choses. Il y a l'April ou la FUL, je ne sais plus, qui maintient à jour une liste exhaustive de tous les LUG existants en France. Il y en a à peu près dans au moins tous les départements. Il y a des départements où il y en a plusieurs, avec des gens motivés. Ça vit plus ou moins, il y a plus ou moins de monde, il y a plus ou moins de monde motivé. Mais ça vaut le coup de se renseigner. À Paris, il y a Parinux qui est très actif. Dans les départements voisins, il y en a aussi. Voilà, il y a des gens qui sont là. Notre communauté, je la pense plutôt ouverte. N'hésite pas à donner des coups de main quand il y a besoin. Il faut juste aller vers les gens et demander. Bon, je suis désolé. Ouais, une dernière. Pour l'auto-hébergement, je vais parler de la petite machine qui s'appelle le Raspberry Pi, qui héberge tous mes services chez moi. Et récemment, il y a une petite distrib qui est sortie qui s'appelle YouKnowHost. C'est un projet qui vient de Toulouse. Et c'est super facile à... Ouais, bravo. Ouais. Donc, une solution qui s'appelle YouKnowHost. C'est une distrib qui s'installe avec plein de services prépackagés, en fait, et qui s'adresse vraiment à un public qui est non technique. Et le petit serveur, le Raspberry Pi, ça coûte 35 €.
et c'est fabuleux. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions juste après la conférence de Julien, je serais ravi d'échanger avec vous. Et puis, voilà, je laisse la parole à Julien. C'est encore LDN en fait. C'est encore LDN, mais c'en est une autre là. Et sur quoi?